Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue pour cette analyse approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet vraiment essentiel pour les intervenants, les insuffisances coronariennes. Tout à fait. On va explorer ensemble les documents pour bien comprendre ce qui se passe quand le cœur, il tire la sonnette d'alarme par manque d'oxygène. C'est ça. Les textes, en fait, ils décrivent un processus assez clair. Il s'agit d'un rétrécissement des artères coronaires. Celles qui nourrissent le cœur. Exactement. Et ce rétrécissement, il est souvent causé par ce qu'on appelle des plaques d'athérome. Des dépôts, quoi. D'accord. Du coup, le muscle cardiaque lui-même, le myocarde, il reçoit moins d'oxygène, il est en souffrance, et ça se manifeste classiquement par une douleur. Une douleur thoracique. Ah, la fameuse douleur. Les sources la détaillent bien d'ailleurs. Au milieu du thorax, c'est ça, derrière le sternum. Oui, classiquement. Avec cette sensation de constriction, comme un poids, un étau. C'est l'image qui revient souvent, oui. Et ça peut irradier vers les bras, le cou, même la mâchoire, c'est mentionné. Effectivement. Mais ce qui est important aussi, et les documents insistent là-dessus, ce sont les formes un peu différentes, atypiques. Absolument crucial, ça. Parfois, c'est pas une douleur franche. Ça peut être juste une grosse fatigue soudaine, une gêne digestive. Surtout chez les femmes ou les personnes diabétiques, par exemple. C'est un point de vigilance majeur. Oui, pour pas passer à côté en fait. Exactement. Et la documentation distingue bien deux grands tableaux. D'un côté, on a l'angine de poitrine, l'angor simple. Ok. Là, la douleur est plutôt brève. Elle arrive souvent à l'effort ou suite à une émotion forte. Et point important, elle disparaît avec le repos ou avec la prise d'un médicament type trinitrine, si la personne en a. D'accord. Et l'autre tableau? L'autre, c'est le syndrome coronarien aigu, le SCA. Et là, ça inclut l'infarctus du myocarde. C'est beaucoup plus grave. Ah oui. Parce que le manque d'oxygène se prolonge. Le muscle cardiaque, il subit des lésions, parfois irréversibles. C'est une urgence vitale, immédiate. Urgence vitale, chaque minute compte donc. Les sources rappellent d'ailleurs le risque permanent d'arrêt cardiaque. Oui, souvent par fibrillation ventriculaire. C'est un trouble du rythme gravissime. Alors, sur intervention en face à une suspicion comme ça, quels sont les éléments du bilan à prioriser d'après nos documents? Alors, le bilan doit être rigoureux, mais rapide. D'abord, bien sûr, évaluer la douleur. On utilise pour ça le moyen PQRST. PQRST. Oui, P pour provoquer par quoi, Q pour qualité, comment est la douleur, oppression, brûlure, R pour région et iridation, S pour sévérité, sur une échelle de 1 à 10 par exemple, et T pour le temps, depuis quand ça dure. C'est une bonne structure. Et après la douleur? Après ou en même temps, il faut recueillir les informations clés avec l'acronyme AMPLR. AMPLR. Allergie. Médicaments pris, surtout la trinitrine ou des anticoagulants. Passé médical et chirurgical. Est-ce qu'il y a un infarctus connu? Un pontage? Instant. Mhm. L pour last meal, l'heure du dernier repas, important si une anesthésie est envisagée. E pour les événements juste avant la douleur. Et R pour les facteurs de risque cardiovasculaire. Les classiques. Tabac, hypertension, diabète. Voilà. Cholestérol, antécédents familiaux aussi. Et bien sûr, en parallèle, on recherche les signes généraux de détresse, qu'elles soient circulatoires, respiratoires ou même neurologiques. D'accord, un bilan vraiment complet. Et ensuite, la conduite à tenir, celle qui est recommandée. La priorité absolue, numéro 1, D'accord, le repos strict, immédiat. d'accord. Il faut laisser la victime dans la position où elle se sent le mieux. Souvent, c'est semi-assis, ça aide à diminuer le travail du cœur. Logique. Et l'oxygène? L'oxygène en inhalation, oui, c'est souvent nécessaire. Bien sûr, en respectant les protocoles comme indiqué dans la fiche M07 par exemple. Ok. Et puis, une surveillance constante. Conscience, ventilation, circulation. Il ne faut pas lâcher la victime des yeux. Et pour les médicaments personnels, comme la trinitrine? Ah, là, les sources sont très claires. On peut aider à la prise, mais uniquement, et j'insiste, uniquement, après un avis explicite du médecin régulateur du SAMU. C'est la fiche S.08 qui le rappelle. Jamais de notre propre initiative. C'est noté. Et il y avait un autre point important, Natin. Oui, anticiper. Anticiper. C'est-à-dire? Anticiper l'aggravation possible. Concrètement, ça veut dire préparer le matériel de réanimation. Ah oui. Et surtout, avoir le défibrillateur automatisé externe, le DAE, juste à côté. Prêt à l'emploi. Pourquoi cette insistance sur le DAE?
Parce que l'insuffisance coronarienne, surtout le SCA, ça peut basculer très très vite vers un arrêt cardiaque en fibrillation ventriculaire. Et si ça arrive, chaque seconde compte pour la réanimation cardiopulmonaire et la défibrillation précoce. Avoir le DAE prêt, c'est gagner un temps précieux. Ça peut tout changer. D'accord, je vois. Donc, si on récapitule les points clés issus des documents. Repos strict immédiat, position de confort. Oui, Oxygène si besoin, selon les protocoles. Surveillance rapprochée des fonctions vitales. c'est ça. Anticiper l'arrêt cardiaque avec le DAE et le matériel de réa à portée de main. Indispensable. Et pour l'aide à la prise de traitement perso, avis médical obligatoire. Exactement. Un message qui ressort vraiment des textes, c'est « Même si une victime semble stable, la plus grande vigilance est requise face à une suspicion d'insuffisance coronarienne. » Tout à fait. C'est un état qui peut être très instable. Et pour aller un peu plus loin, une réflexion que m'inspirent ces lectures, Oui, c'est de voir comment ces fameux facteurs de risque, le tabac, l'hypertension, le diabète, etc., qu'on connaît bien, qui sont souvent modifiables ou connus bien avant l'accident aigu, comment est-ce qu'ils impactent directement sur le terrain la survenue et même la gravité de ces syndromes coronariens aigus auxquels on est confronté. c'est une question très pertinente qui lie la prévention et l'urgence. Pour creuser ce point d'ailleurs, la relecture de la section 6.4.1 des documents sources est une bonne piste. Oui, elle donne des éléments intéressants là-dessus. Et bien sûr, au-delà de la lecture, rien ne remplace l'entraînement régulier. S'exercer aux gestes de bilan, à la préparation rapide du matériel de réanimation, c'est fondamental. Tout à fait d'accord. La pratique reste la clé. Merci d'avoir suivi cette analyse. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.